Bien, bonjour à tous, étudiants, étudiantes, professeurs, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, on va débriefer la semaine 7, il me semble. Je regarde ça. Ouais, semaine 7. Alors, donc, c'était une semaine un peu plus normale que la semaine dernière, qui était vraiment très tranquille. Cette fois-ci, donc lundi, on a eu les deux derniers CM de la théorie des probabilités. On a fini le dernier chapitre sur la convergence des verbes aléatoires. Et voilà, c'était tout. Le mardi, on a eu le premier DS d'algèbre que j'ai mis le sujet d'ailleurs sur Instagram. Donc je vous invite à y aller. Le lien est sur la chaîne. On est presque 1000 d'ailleurs déjà. C'est déjà c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Presque 1000 sur Instagram. Donc oui, le sujet est mis en ligne. C'était un exercice de 4 exercices pendant une durée d'1h20. Il y avait que des isomorphismes à montrer sur les 3 exos. Et il y avait un exo où il fallait déterminer les idéaux d'un anneau quotient. Sauf que là, l'idéal de l'anneau quotient, c'était un idéal engendré par un polynôme de degré 4. Donc, du coup, ça revenait à déterminer tous les diviseurs de P, quoi. Donc c'était pas si compliqué parce qu'il fallait remarquer que 1 était racine évidente et du coup tu décomposais à chaque fois. Au final, tu avais ton polynôme P qui se décomposait comme x-1, facteur de x-1, facteur de x-2 et facteur de x-2. Donc tu avais tous les diviseurs et tu pouvais déterminer tous les idéaux et à pas oublier l'idéal nul et l'idéal tout entier, bien sûr. Et c'était dans Z crochet X d'ailleurs. Ou R, non, je crois que c'est Z crochet X, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième exo. Le premier exo, c'était, voilà, fallait montrer qu'on avait un isomorphisme de R crochet X sur l'idéal engendré par... attendez. Je sais même plus en fait. R crochet X sur l'idéal engendré par x carré moins 3 et C. Voilà. Il fallait démontrer un isomorphisme et c'est marqué qu'il fallait démontrer de façon très détaillée. Alors je pense qu'il attendait qu'on montre d'où vient le morphisme d'évaluation de R crochet X dans C, qui existe grâce à la propriété universelle des anneaux polynômes. Je pense qu'il attendait ça en plus, mais moi je l'ai pas mis parce que en fait j'ai construit le morphisme d'anneau qu'il fallait montrer, enfin l'isomorphisme, je l'ai construit et ensuite j'ai montré l'isomorphisme. Donc ça faisait bien facile une page. Et je sais pas s'il attendait en plus qu'on montre le fameux morphisme d'évaluation, parce que c'était marqué qu'il fallait montrer de façon très détaillée. Donc moi j'ai mis tout de suite que voilà, on a le morphisme d'évaluation, on a le noyau et tout ça, etc. On applique la propriété universelle et ça marche bien, quoi. Donc est-ce qu'il attendait ça en plus? C'est possible, mais voilà, ça ferait beaucoup, je trouve. En tout cas, j'ai construit le morphisme et j'ai montré l'isomorphisme. Voilà, l'exo 2, j'ai déjà parlé. L'exo 3, fallait montrer. Alors, ça, je l'ai pas fait. L'exo 3, fallait montrer un. Et en fait, c'était facile. Il fallait montrer qu'on avait un isomorphisme encore de R crochet X sur l'idéal engendré par un polynôme de degré 4. Je sais plus c'était lequel. Dans C2. Et en fait, il fallait. Donc, il y avait une indication qui disait que I. Voir que I est racine du polynôme en question qui engendre l'idéal. Et en fait, sur le coup, j'ai pas eu l'idée. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que ça m'importera en fait? Mais en fait, si, c'est bête. En fait, on aura eu une décomposition d'un produit de polynômes. Et du coup, on applique théorème chinois, parce que les deux polynômes là, ils seraient promis entre eux. Et chacun des quotients, en fait, serait isomorphe à C. Et du coup, c'est isomorphe à C2. C'est ça qu'il fallait faire. Et sur le coup, j'ai pas pensé. En plus, il restait 25 minutes, je crois. Et il restait l'exo 4 à faire qui était peut-être un peu plus chiant. Donc, je suis passé à l'exo 4 tout de suite. Par peur de ne pas avoir le temps et de passer trop de temps à chercher l'idée pour l'exo 3. Et l'exo 4, du coup, c'était encore un isomorphisme. Voilà, fallait montrer. Donc, on avait soit grand K encore. Ah non, du coup, voilà, l'exo 2. L'exo 2, c'était pas de accrocher X sur l'idéal engendré par le polynôme. D'ailleurs, c'était un polynôme de degré 6 et non de degré 4.
Non, c'était degré 4. Degré 4. Et c'était de K crochet X sur l'idéal engendré par le polynôme, et donc pas R crochet X. Par contre, donc le dernier exercice, c'était, fallait montrer qu'on avait un isomorphisme entre R crochet XY sur l'idéal engendré par X moins A et Y moins B. Donc on a, comment dire, on a entre parenthèses, on a X moins A virgule Y moins B, avec A et B dans l'anneau, dans grand R. Et il fallait montrer qu'on avait un isomorphisme de ça dans grand K. Donc du coup, c'est pas grand R, c'est grand K là cette fois-ci. C'est grand K. Donc grand K crochet XY sur l'idéal engendré par X moins A, Y moins B dans grand K. Et là, il fallait faire pareil que l'exo 1 en fait. Et ça se faisait. Voilà. Donc ça a un peu déçu. Bah, en vrai, j'ai assez bien réussi, mais en fait, l'exo 3, je l'ai pas fait, c'est dommage parce que j'ai eu l'idée après quand on me l'a dit et c'était très facile en fait. Et comme je pense que ça va être 5 points par exo, donc c'est un peu dommage quoi, de ne pas l'avoir fait pour le coup, mais tant pis. Donc ça c'est pour l'algèbre. Voilà, donc le matin c'est fini. L'après-midi on a eu 1h20, donc on a eu le TD de proba. On a fait 2 exos sur la dernière feuille de TD qui concerne les convergences de variables aléatoires. Mercredi, CM d'algèbre. On a fait quoi? Divisibilité. Oh, oui, on a continué la démonstration du théorème de Gauss. Enfin, on a fini la localisation, ça c'était déjà fait. On est revenu sur le théorème de Gauss, mais on a. Ouais, voilà, on l'a démontré le théorème de Gauss. On l'a démontré. Si A est factoriel, alors accrochez que c'est factoriel. Voilà. Donc ça a pris du temps. Et du coup, pour mercredi, c'était tout, parce que l'après-midi, on avait plus les TD d'analyse hilbertienne, comme on a eu l'examen, du coup, le jeudi de cette semaine, donc de 8h à 10h. Alors l'examen, franchement, ça va. Enfin, ça aurait pu être pire. Parce qu'en vrai, du début à la fin, j'ai écrit, j'ai pas été bloqué une seule fois. À part peut-être, ouais, vraiment très peu quoi. Donc, par contre, c'était très long, comme sujet, très très long. Le sujet, je l'ai pas encore mis en ligne, mais je le mettrai. Premier exo, c'était sur les espaces, un exo type espace grand LP, convergence en norme. On avait grand L2 de R, un espace de Hilbert. On avait grand V qui était égal à l'ensemble des fonctions de C0 infini de R, telles que son intégrale est nulle. Et le but de l'exercice était de montrer que grand V est dense dans grand L2 de R. Voilà. Première question, on nous donnait une fonction phi de C0 infini de R telle que son intégrale sur R vaut 1. Et on nous donnait une suite de fonctions phi n telle que définie pour tout t appartenant à R, phi n de t égale, alors si je me rappelle bien, c'est 1 sur n fois phi de t sur n. Et première question, du coup, il fallait montrer que phi n converge vers 0 dans grand H. Grand H, c'est grand L2 de R. Donc convergence dominée, ça marchait bien pour moi. La question 2. La question 2, alors je sais plus, oui, on nous donnait une fonction g dans C0 infini de R. Et il fallait montrer, ah oui, on avait une autre suite de fonctions, donc Hn, définie par Hn égale g moins l'intégrale sur R de g, g de t dt, fois phi n. Et il fallait montrer que Hn appartient à un grand V, notre espace que j'ai défini tout à l'heure, et que Hn converge vers G dans grand L de R. Donc ça, c'était pas très difficile à montrer. Parce que du coup, on avait une intégrale d'intégrale, mais comme l'intégrale de G était finie, tu pouvais le sortir de l'intégrale, et au final, tu avais bien ça, comment dire, t'avais bien ce que tu voulais, quoi. Et la question 3, du coup, il fallait en déduire que V orthogonal était inclus dans C0 infini orthogonal, et en conclure. Voilà.
Donc pour la conclusion, j'ai admis tout de suite que V, adhérence de V était grand H, grand L de R, parce que ça m'avait déjà pris 3 quarts d'heure l'exo 1, et je pense qu'il fallait décomposer comme une somme directe et montrer que l'orthogonale vaut 0, etc. Mais j'ai préféré passer tout de suite. L'exo 2, c'était un exo sur distribution. Premièrement, c'était quoi notre truc? Oui, on nous donnait une forme, une application linéaire de grand LP d'un grand LP qui a f associe grand T, donc c'était grand T indice lambda avec lambda supérieur à 0. Grand T indice lambda de f qui vaut f de lambda x. Il fallait déterminer la norme de T lambda. Donc ça, j'ai pas réussi, je pense, parce que c'était bizarre en fait. Déjà, j'ai montré que c'était linéaire. Et ensuite, je voulais montrer que c'est continu pour qu'on puisse calculer la norme. Donc j'avais une première inégalité. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que pour calculer la norme grand LP de T indice lambda de f, du coup, c'est l'intégrale par définition. Enfin, j'ai mis à la puissance p, comme ça, j'ai pas mon puissance 1 sur p. C'est l'intégrale sur R de valeur absolue de f de lambda x, le tout à la puissance p. Et là, tu dis, bon, sachant qu'en plus ta norme, c'était marqué qu'il fallait que ça soit en fonction de lambda et de p, tu dis, ouais, mais non, tu peux pas sortir le lambda puissance p comme ça de l'intégrale, enfin de ton f, parce que tu n'as pas d'information sur f. En fait, tu sais juste que ça appartient à un grand LP, mais tu sais pas si elle est linéaire, quoi, f. Donc là, tu dis, ok, bon, avec un changement de variable, tu te retrouvais avec du 1 sur lambda comme norme, donc tu n'avais pas de p. Donc ouais, ce que j'ai fait, c'est que première, sans réfléchir, j'ai sorti le lambda. Du coup, j'avais du lambda puissance p. Et voilà. Parce que je ne voyais pas comment faire autrement. Mais pour moi, ça marche pas parce que tu peux pas sortir le lambda de ton f. Comme t'as pas d'informations sur f, t'as pas plus d'informations que ça. Et quand tu faisais ton changement de variable y égale lambda x, donc t'avais bien, tu te retrouvais bien avec du dx égale 1 sur lambda dy. Du coup, tu sortais le 1 sur lambda. Mais ah mais non, si c'est bon en fait. Ah bah je viens de me rendre compte que c'était bon. Parce que c'est puissance 1 sur p. Et du coup, parce que moi j'ai calculé la norme à la puissance p directement. Ah ouais, oh la vache, ok, bon c'est pas grave. En tout cas ça marchait bien. Question 2, du coup on avait une distribution. Il fallait montrer que ça définit bien une distribution. Et la question 3, fallait déterminer la dérivée de T lambda de la masse de Dirac. Et ça se faisait bien aussi. Ensuite, l'exo 3, c'est celui-là, alors le plus long, il restait 40 minutes. En plus, ça concernait les opérateurs adjoints. Donc, première question, il fallait montrer une égalité, donc il fallait utiliser le théorème de Riese. Question B, il fallait montrer que la norme de A étoile, A étoile c'est l'adjoint de A, il fallait montrer que la norme est égale à la norme de A. La norme de A étoile égale à la norme de A. Et ensuite, on tourne la page. Et là, on définissait ce qu'étaient les opérateurs de Hilbert-Schmidt. Et il fallait montrer une égalité de somme dans une question. Et pour ça, il fallait utiliser l'égalité de Parseval, c'était marqué. Du coup, tu avais une somme de sommes. Et il fallait se ramener avec du A étoile à chaque fois. Et c'était un peu compliqué. Et ensuite, il fallait montrer que ça dépendait pas de la base hilbertienne. Parce qu'on nous donnait 2 bases hilbertiennes en plus. EJ et FK. Donc c'était même pas le même indice. Et ensuite les autres questions, en fait à la fin de l'exhaust, il fallait montrer que ça définissait bien un produit scalaire dans l'espace de Hilbert-Schmidt ou je sais pas quoi. Enfin, c'était compliqué celui-là, franchement il était très long. Donc bon. Je sais pas comment dire du coup, parce que c'est dommage par rapport à la norme là dans l'exo 2 quand même. Oh là là, c'était facile. Changement de variable. Et tu repasses le tout à la puissance 1 sur p et ça marche. Donc la norme c'est 1 sur lambda à la puissance 1 sur p. Bon. C'est pas grave, ça sera pas la question qui coûtera le plus de points, je pense. Donc ça c'était pour mercredi.
Jeudi. Et ensuite, de 10h à 14h, on n'a rien eu. Et de 14h à 17h, ou 16h50, on a eu les deux derniers TD de Proba. Donc, sur les convergences variables aléatoires, c'est les deux dernières séances. Et en fait, à chaque séance, alors la première séance, 1h20, on est resté sur deux questions en seulement 1h20, donc un exo de deux questions. Et lors d'après, on devait finir la dernière page du poly de Proba sur le théorème central limite. Donc on a fait ça. Et on a commencé un exo sur le théorème central limite, sauf que du coup on n'a même pas fini parce qu'il n'y avait plus le temps. Donc au final on n'a pas fait grand chose les deux séances là. Donc il faudra qu'on travaille personnellement sur ce qu'on n'a pas fait quoi. Voilà, et vendredi, du coup, on a eu le CM d'algèbre, on a vu les critères, on a fini la démonstration du théorème de Gauss, il restait 3 lignes à écrire. Et on a vu les critères d'irréductibilité, donc quels étaient les éléments irréductibles d'un polynôme en général, voilà, par rapport à son corps de fraction, le lien, et le critère d'Eisenstein, on l'a vu aussi, on l'a démontré, on a clôturé du coup le chapitre. Et après les vacances, parce que la semaine prochaine on n'a pas, du coup, comme on n'a pas TD d'algèbre, on aura trop d'avance par rapport au cours. Et du coup, après les vacances, on passe au nouveau chapitre qui sera les polynômes symétriques. Et après, je sais qu'il y aura les résultants, le critère de Sylvester, matrice de Sylvester. Ensuite, on passera à la théorie des groupes, par rappel, théorème de Silo, etc. Voilà. En tout cas, prochaine fois, c'est polynôme symétrique. Ok, bah, je pense avoir fait le tour. Donc la semaine prochaine, ça va être encore plus calme que la semaine dernière. Parce que lundi, j'ai pas cours, mardi, j'ai que un cours. On commence la nouvelle UE qui est analyse hilbertienne avancée. Mercredi, rien. Jeudi, rien. Et vendredi, on commence la théorie des probas avancées. On aura les deux CM le vendredi après-midi. Voilà, c'est tout ce que j'aurai la semaine prochaine, vu que c'est la fin du mi-semestre, il y a des cours qui se terminent, il y a des UE qui se terminent. Et comme j'ai pas analyse numérique en plus, j'ai ça en moins lundi, tout ça, donc ouais, voilà, ça explique tout ça. Sur ce, 17 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal long, donc je vais vous laisser sur ça. Plus qu'une semaine avant les vacances, d'ailleurs. On est une semaine plus tard comparé à l'année dernière, d'ailleurs, ça je me rappelle. Ça va faire un an qu'on était passé en distanciel. Donc j'ai hâte, après les vacances, qu'on fera les nouveaux cours, les nouvelles UE, chose que j'avais pas vue l'année dernière. Ça sera cool. Donc à bientôt, à la semaine prochaine.